La caméra est pas droite. Ça commence bien. Mais c'est habituel. Voilà. Bon. On y va. Alors, bonsoir à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'émission sur les animes le mercredi. Ça fait bien 2 semaines que j'en ai pas fait une vraie. Non, 3 semaines que j'en ai pas fait une vraie. Il y a une semaine où j'en ai fait une comme ça sans but précis. Et là, je suis en train de m'amuser. Parce que je vais faire que les Ghibli que je connais, que j'ai vu au moins 2-3 fois, que j'ai vu. Que j'ai vu que j'ai en DVD là sous les yeux. Je vous en parlerai peut-être d'un autre que j'ai vu au cinéma mais que je n'ai pas en DVD parce qu'il m'a pas plu plus que ça. Là, je suis en train de remettre les œuvres dans leur ordre chronologique de sortie au Japon. Oui, parce qu'il faut savoir que les films des studios Ghibli, que je vais vous présenter ce soir, ont plusieurs caractéristiques et plusieurs petites subtilités au niveau de leurs conditions de sortie. Alors, là j'ai pas la date. Ça c'est chouette. Aucune idée. On va dire que c'est la même date. Donc, je cherche. Il serait dans ces environs-là, je pense. Je vais regarder. Je vais attendre que tout le monde arrive. Donc, parce que la numérotation telle qu'on la connaît en France pour les Ghibli n'est pas celle en fait de l'ordre chronologique de sortie au Japon. Il faut savoir qu'en fait les Ghibli sont sortis en Europe à partir de 2008, alors que ça fait depuis 84 qu'ils faisaient des films d'animation. Et là, donc de ce côté-là, il y a une petite particularité. Petite particularité justement pour le fait que les films aient commencé à sortir dans le monde entier. Avant, pendant, après. Surtout avant. Donc j'ai regardé. Alors, c'est quelle date toi? Ah oui, forcément. Lui. Ok. Ah bah oui. Alors, lui. Ok, il est où? Là. Faut savoir que j'en ai regardé quand même pas mal, mais je ne les ai pas tous non plus. Ici. Et celui-là. Là. Bon, il m'en manque quelques-uns au niveau chronologique. Hein. Il faudra vous attendre à ce qu'il y ait des trous dans les années de sortie. Salut Thomas. Thomas, bienvenue à toi. Thomas LSR, bienvenue à toi. Alors, nous allons commencer, malheureusement, par un film qui n'est pas très connu. Pas très connu en France parce que, il a plutôt mal vieilli. Mais ça fait une bonne entrée en matière pour présenter en fait ce que sont les studios Ghibli. Alors je vais préparer la page internet et je reviens tout de suite à vous. Alors le titre. Ah bien sûr. Je trouve pas. Une petite seconde, il faut que je le trouve. Normalement il est sur la liste. À moins que... Est-ce que par hasard... Non. C'est pas dans l'ordre. Ok.
Voilà, c'est dans l'ordre des studios Ghibli sur le site. C'est parfait, comme ça on pourra même en trouver quelques autres et avoir la véritable ordre des studios Ghibli. Alors nous allons commencer. Alors je vais mettre où est-ce qu'il est? Voilà, je vais changer un peu ça. Une petite seconde. Alors ça. Propriété. Et nous allons donc nous intéresser uniquement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la fiche du film. Ah, c'est ça. Alors, je vais vérifier que tout est bon. Hop. Oui, je sais. Voilà. Alors, je vais éditer, je vais faire que vous voyez un peu mieux la fiche. La fiche du film. Ouais, mais si je grossis trop, après, il y a Porco Rosso qui vient passer devant. Et on voit plus le titre. Voilà. Bien, alors, Noska et de la vallée du vent. C'est parce qu'en fait, j'avais mal noté. Salut Marwan, bienvenue à toi. Alors, Noska, c'est un film qui est sorti... Enfin, c'est film d'animation de Hayao Miyazaki et Tomoko Kida, écrit par Hayao Miyazaki, qui est sorti en 84. Sur une terre ravagée par la folie des hommes durant les 7 jours de feu, une poignée d'humains a survécu, menacée par une forêt toxique qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Cette poignée de survivants attend le salut de la princesse Noska, capable de communiquer avec tous les êtres vivants. Alors, ce qu'il faut savoir, donc c'est une très bonne entrée en matière pour la plupart des films de Hayao Miyazaki, qui est un des pères du studio Ghibli. Il y a 2 sens de lecture au film, à chaque fois. Et là, notamment, nous entrons donc directement dans le vif du sujet d'un des sujets donc qu'il défend depuis pas mal d'années, qui est en fait la protection de la nature et des êtres qui la peuplent. Humains compris. Parce que des fois, il y en a qui disent la nature, c'est pas les humains, etc. Donc, c'est assez rare comme point de vue, on va dire, de synopsis, c'est de prendre une terre dévastée, mais qui a su se relever en fait en créant un autre écosystème. Mais les humains ont pas gardé une majorité de leur technologie, comme on pourrait voir dans Mad Max, etc. Ils ont perverti leur technologie. Non, là c'est vraiment ils ont régressé au niveau technologique et on est au niveau au niveau de la technologie, donc dans Noska, on est plus au Moyen-Âge, voire juste à l'apparition des fusils, voilà. Donc tout ce qui est armes de visée, armes de tir, etc. On est vraiment là dans une idée de futur apocalyptique, de futur post-apocalyptique, et donc l'humanité est en train d'essayer de se redresser, de revenir en cohabitant pacifiquement avec la nature. Donc, c'est un film qui a quand même très mal vieilli, parce que il date quand même de 80... Alors, qu'est-ce que je dis pas de conneries, de 84, ouais, 84 c'est noté en plus dessus. C'est un film de 84, mais qui a très mal vieilli, c'est très... Comment dire? Si vous voulez commencer les Ghibli, commencez pas par Noska. Parce que l'animation est vraiment vieillissante. L'histoire est bien, un peu molle pour ceux qui sont habitués à d'autres Miyazaki. Mais le fond, l'histoire est assez attractif.
l'histoire est attractive, mais le fond est attractif. Ce que je pourrais en dire d'autre, c'est que la grande majorité des décors des studios Ghibli se font à l'aquarelle. Ils se font à l'ancienne. C'est tout des dessins, l'animation c'est tout du dessin, c'est très travaillé. Les décors sont somptueux. Là, c'est quelque chose qui n'a absolument pas vieilli. Au niveau des décors, que ce soit maintenant ou Nausicaa, vous aurez sensiblement la même qualité de décor. Après, pour l'animation, ça a évolué. Les couleurs ont changé. Nous sommes sur des... J'ai vu ce film d'animation. Il n'était pas encore sorti en France. Il est sorti en France en 2008. Je l'ai vu en 2004, je crois. Je l'ai vu fin 2004. Faut dire que je l'ai vu sur une télé qui était vraiment très faible en qualité, un encodage pourri. Depuis, je l'ai acheté. Hein. Il est là. Il n'y a pas de souci. Même la version remasterisée est, je trouve, un peu fade au niveau des couleurs. C'est très très fade. Mais bon, Miyazaki a changé sa patte graphique depuis, enfin, au niveau des couleurs en tout cas, parce que nous sommes sur des personnages qui ont pas de couleurs vraiment pétantes comme ceux de maintenant. On prend, c'est pas moi. Les Contes de Terre-Mère, par exemple, nous avons un film en fait qui est beaucoup plus coloré, vraiment beaucoup plus coloré. Mais bon, nous le verrons tout à l'heure. Pour l'instant, Nausicaa l'avait du vent, c'est un très bon film d'animation, mais ne commencez pas par lui. Si vous voulez commencer les Ghibli, surtout ne commencez pas par lui parce que vous allez vraiment vous faire chier comme des rats morts. Mais je vous le conseille, surtout lorsque vous aimez les Ghibli et que vous êtes intéressé par les messages cachés, notamment dans les Ghibli. Ok, alors le suivant, on va appuyer sur le petit 2. Le château dans le ciel. Alors là, nous avons un rythme qui est un petit peu plus accéléré. Mais quand je dis un petit peu, c'est un petit peu plus. C'est-à-dire que on passe d'un film qui fait moins de 2 heures à un film qui fait juste 2 heures. Donc, film d'animation de Hayao Miyazaki, écrit par Hayao Miyazaki, donc seul. C'est son premier film, il le fait entièrement seul. Donc, retenue prisonnière par des pirates dans un dirigeable, la jeune Chita saute dans le vide en tentant de leur échapper. Elle est sauvée in extremis par Pazu, un jeune pilote d'avion travaillant dans une cité minière. Les pirates leur donnent la chasse. Au terme d'une course-poursuite effrénée, Chita se confie à Pazu, lui avouant qu'elle est la descendante des souverains de Laputa, la cité mythique située dans les airs. Elle est par conséquent la seule détentrice du secret de Laputa que le chef des armées, le cruel Musca, cherche à percer. Donc c'est un film de 86, donc 2 ans après Nausicaa. Un film beaucoup plus tourné vers la jeunesse. Parce que là, on retrouve des personnages incarnés par les pirates qui sont beaucoup plus... Salut, Astral Gaming, bienvenue à toi. On retrouve des personnages qui sont beaucoup plus second degré, beaucoup plus décalés, qui ont un peu d'humour, des couleurs qui sont rehaussées par rapport à Nausicaa. Dans Nausicaa, en fait, nous n'avons pas de personnage à proprement parler qui fait de l'humour. Le ton est très grave, très solennel. Il n'y a pas vraiment de blague à part pour les gamins. Enfin, les gamins qui courent dans le comment ça s'appelle? Qui courent dans les rues, c'est eux qui font les blagues et ça s'arrête là. Là, nous avons vraiment les pirates de l'air dans le château dans le ciel qui... Merci d'avoir cliqué sur suivre. Merci Astral Gaming pour ton follow. Merci Astral Gaming pour ton follow, merci à toi.
Donc voilà, là nous avons vraiment un film qui a été fait, qui a ajouté les petits éléments qui manquaient pour les enfants. Donc nous ne sommes pas, nous avons un discours qui est beaucoup plus tourné vers la jeunesse, qui est justement un peu plus léger. Nous avons toujours l'arrière-plan d'énonciation que Miyazaki cherche à introduire dans ses films, notamment la conquête du pouvoir par certaines personnes, la manipulation des idées, le fait que l'armée n'est en fait qu'un simple pantin dans les mains d'un homme puissant ou pas, parce qu'en fait on ne sait pas réellement qui il est, ce Musca, on ne sait pas qui c'est. On sait juste que c'est un mec en costard avec des lunettes, ça s'arrête là. Il n'a pas de signe distinctif, on sait juste que il est important. Et là, nous avons vraiment une personne qui représente d'une certaine manière une autorité invisible qui cherche à s'approprier le pouvoir d'une cité dans le ciel, donc que vous voyez sur l'image, qui est la cité volante de Laputa. Parce que voilà, il y en a qui ont trouvé le moyen de faire voler toute une cité, et notamment cette cité a apparemment des systèmes de défense assez élaborés. Donc si vous voulez commencer des Miyazaki dans l'ordre chronologique, sautez Noska, attendez un petit peu, et passez au château dans le ciel. Bon, il a vieilli aussi, mais moins que Noska. Noska c'est vraiment le premier, ça a été... Ça a été dur, c'était un peu dur. Mais là, vraiment, c'est le premier du studio Ghibli que je conseille pour les néophytes. Après, il y a les autres. Et là, nous allons attaquer quelque chose de plus léger après. Mais vraiment, là, nous avons là, Miyazaki a trouvé son rythme. Il va continuer sur ce rythme-là, avec une part pour les enfants et une seconde part en arrière-plan pour les adultes et la réflexion. Ensuite, je l'ai foutu là. J'en profite, je les mets dans l'ordre chronologique. Alors, est-ce que c'est le suivant ou... Est-ce que je le mets ou pas, celui-là? Parce qu'il est pas vraiment des studios Ghibli. Il est plutôt chez Kazé. Enfin, c'est Kazé qui a les licences. Mais on va en parler. On va en parler parce que... Il me semble en plus qu'il y en a un de... Ça me dit quelque chose, ce nom. Ah bah oui. D'accord. Allez, on va le chercher. Il est. Voilà, alors. C'est un des pères comment ça s'appelle? Du studio Ghibli aussi, c'est Isao Alors, je vais y arriver. Isao Takahata. Là, par contre, il n'y a pas de Miyazaki dans le lot. Enfin, il n'y a pas de Miyazaki au milieu, mais il faut savoir que c'est un des pères de fondateurs de Ghibli. Après, voilà. Donc, le tombeau des lucioles. Ce film, je l'ai vu que récemment, parce que, ouf, c'est dur. Là, nous avons affaire à quelque chose qui est très particulier, mais qui est évoqué au studio Ghibli aussi, mais d'une manière un peu détournée. C'est la dénonciation de la guerre, et notamment là, nous avons un film qui montre le quotidien des enfants après la guerre en 1945, et notamment les bombardements qu'ont subis les Japonais. Je vous assure que c'est dur. Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobe, Seita, un adolescent de 14 ans et sa petite sœur de 4 ans, Setsuko, orphelins, vont s'installer chez leur tante à quelques dizaines de kilomètres de chez eux.
Celle-ci leur fait comprendre qu'ils sont une gêne pour la famille et doivent mériter leur riz quotidien. Saïta décide de partir avec sa petite sœur. Il se réfugie dans un bunker désaffecté en pleine campagne et vit des jours heureux illuminés par la présence de milliers de lucioles. Mais bientôt la nourriture commence cruellement à manquer. Adapté du film La tombe des lucioles de Akiyuki Nosaka. Donc, ce film pourrait être mis dans ce film d'animation pourrait être mis après les documentaires du type Nuit et brouillard sur l'extermination du peuple juif. Parce qu'il est plus léger, mais il a le même message dur au niveau d'énonciation. Parce que là, le film commence, nous voyons Saïta, en tenue d'écolier de l'époque, donc vous avez le vêtement classique, avec la petite casquette, donc l'uniforme écolier en 45 au Japon. Et ses premières paroles, que ce soit en français ou en japonais, je suis mort. Il dit une date et dit c'est le moment où je suis mort. Et vous le voyez allongé dans une espèce de gare souterraine avec des milliers d'autres corps en train d'agoniser. Bien sûr, Astral Gaming, je connais Tokyo Ghoul, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, j'en parlerai peut-être après avoir fini ça. Mais il n'y a pas de souci, j'en parlerai un de ces jours. Et donc, vous le voyez agoniser sur ce sol, deux employés passants qui se foutent éperdument de son sort, une petite boîte de bonbons aux fruits à côté de lui, avec à l'intérieur deux petits morceaux d'os. Et vous comprenez pas ce que c'est. Vous comprenez pas pourquoi cette boîte est avec lui. Et après, il vous explique. Donc c'est lui qui narre sa propre histoire, c'est lui qui est le narrateur du film. Et c'est très dur. Parce que rien que la manière dont il se retrouve de simple écolier à l'usine aussi, etc., a plus rien, est obligé d'emménager chez sa tante, et il n'apprend qu'il est complètement orphelin qu'à la moitié du film. Parce qu'il est sans nouvelles de son père, qui est servant, qui sert dans la marine, et qui était sur un croiseur ou un cuirassé pendant les batailles. Donc voilà. Donc, le tombeau des lucioles, ne le regardez pas seul. Surtout, et ne le regardez pas si vous êtes dépressif. C'est 1h25, mais 1h25 qui est extrêmement dur. Extrêmement dur. Je vous l'ai dit, vous regardez 1h25 de Nuit et brouillard, vous ressortez avec la même impression. C'est vraiment hyper glauque d'une certaine manière, mais hyper dénonciateur de la retombée de la guerre sur les enfants et sur le peuple. Et notamment le peuple japonais. Il y a aussi Gen Hiroshima que j'ai pas encore regardé. Je pense que c'est du même Akebi. Je vais attendre encore un peu avant de le regarder. Donc je m'attendais pas à le sortir ce soir, mais vu qu'il fait partie de la saga, et on va le mettre. Alors, quelque chose de beaucoup plus léger. Donc ça confirme, on les a bien mis dans le bon sens. Quelque chose de beaucoup plus léger, la première création de Miyazaki entièrement pour les enfants. Mon voisin Totoro. Film de Hayao Miyazaki écrit par Hayao Miyazaki. Voilà, donc ça c'est fait. C'est encore uniquement pour les enfants. Comme tous ceux que je vais vous présenter ce soir, j'ai les DVD.
Donc mon voisin Totoro, qui est là. Si j'arrive à bien le tourner, vous verrez la jaquette. Mais le problème c'est que vu ce que j'utilise comme lumière, c'est merdique. Donc, voyons voir. Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses mais très discrètes, les Totoro. Le Totoro est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune. Pourquoi les fruits? Il aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut voler et est invisible aux yeux des humains. Je pense plutôt des adultes. Il existe 3 Totoro. O-Totoro, gros, Cho-Totoro, moyen, et Chili-Totoro, petit. En fait, c'est pas Chili, c'est Chibi, plutôt. « 1h26, c'est un film qui est plutôt court, mais c'est grandement enfantin. C'est un voyage dans l'univers de l'imaginaire des enfants. Lorsqu'ils ont besoin de s'évader, ils s'inventent des choses, et là, c'est pas que ils se sont complètement inventé l'histoire dans l'imaginaire du film, mais il y a un esprit de détente. Et le fait que la mère des 2 petites filles soit malade, il est sorti en quelle année? 88. C'est une situation que certains parents pouvaient avoir, notamment certaines maladies, qui étaient certaines maladies, comment dire, modernes, on va dire, entre guillemets, sur le surmenage, sur pas mal de choses. Donc il faut savoir que la société japonaise est une société qui est hyper tournée vers l'entreprise. Pour vous dire, prendre 3 jours de congé, ou une semaine de congé, vous risquez de retrouver un autre gars assis à votre table, enfin à votre bureau au retour. Pour vous dire à quel point les mecs, ils ont envie que la boîte tourne. Donc Totoro, c'est gentil. Si vous avez des enfants, ou si vous voulez occuper des petits, ne vous gênez pas, sortez Totoro et ça ira tout seul parce que c'est mignon et c'est gentil, c'est câlin, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de grosse histoire derrière, c'est juste un dessin animé pour se détendre. C'est tout mignon. Tout mimi. J'aime pas cette image-là, je préfère vraiment la jaquette, la jaquette officielle, qui est beaucoup plus sympathique, qui reflète beaucoup plus l'insouciance que ce truc-là, qui est même pas dessiné par l'équipe du film. C'est moche. Parce que le Totoro, je sais pas pour vous, mais il a une tête de psychopathe. Bien. Totoro, c'est fait. De toute manière, j'allais pas y passer 107 ans. Voyons voir. Ah si, je l'ai aussi. Et il est dans le bon ordre. Finalement, j'en ai beaucoup. Mais je pense que plus je vais arriver dans les vieux, enfin dans les nouveaux. Si, je l'ai vu. Donc, nous arrivons en 89, donc ce film d'animation est aussi vieux que moi. Kiki la petite sorcière. Alors là aussi, c'est Miyazaki aux commandes, de tous les côtés. Aussi pour les enfants, mais c'est, on va dire, un peu plus âgé. C'est plus prendre ses responsabilités et trouver du travail. Je vais rien dire. À l'âge de 13 ans, une future sorcière doit partir faire son apprentissage dans une ville inconnue durant 1 an. Une expérience que va vivre la jeune et expiègle Kiki aux côtés de Hosono, une gentille boulangère qui lui propose un emploi de livreuse. Donc vous avez le côté imaginaire de la sorcière, etc. Vérifier une chose.
Ah, c'est pas. Vous avez le côté imaginaire de la sorcière, vous avez beaucoup de petites particularités donc qui ont attrait aux sorcières, mais vous remplacez le balai par un scooter ou par un vélo et certaines capacités qu'elle a par une dextérité ou des petits outils les plus simples, et vous obtenez la vie quotidienne d'une enfant de 13 ans en 89 qui essaie de se trouver du travail, faire du bénévolat, pas du bénévolat, mais trouver un petit job, un baito comme on dit au Japon. Donc baito, à savoir, c'est les petits travaux manuels annexes que les étudiants et les écoliers japonais trouvent lorsqu'ils n'ont pas assez d'argent et qui leur permettent d'arrondir leur fin de mois et de trouver pas de trouver, mais de pouvoir avancer un petit peu plus et se faire plaisir. Donc, petite étymologie du mot baito, qui s'écrit au niveau français, enfin, écriture normale pour nous, écriture européenne, c'est B-A-I-T-O, et qui vient en fait du mot allemand Arbeit, qui signifie le travail. Donc, comme quoi, la coopération entre les Allemands et les Japonais a bien eu lieu en 45. Je dis rien de plus. Et donc là, mot fauché aux Allemands pour désigner un petit travail d'appoint. Donc voilà. Donc vraiment, vous avez le quotidien d'une petite fille en 89. Une manière assez sympathique de le regarder. Des couleurs très très vives, très sympathiques, très chaleureux à regarder. Vraiment un des meilleurs films de Hayao Miyazaki pour les enfants et même jeunes adultes. Salut Riquel. Donc vraiment, là aussi, n'hésitez pas, c'est 1h42, c'est plutôt court, et franchement, c'est du bon. C'est du très bon film d'animation, c'est du très bon Miyazaki. Alors, est-ce que là, il m'en manquerait pas un dans l'histoire, ou... Allez, dis-moi que c'est... Non, celui-là, je l'ai pas, donc Souvenir goutte à goutte, je ne l'ai pas vu et je ne l'ai pas. Mais le synopsis a l'air intéressant, donc j'essaie de le voir et je vous le trouverai. Ah, le petit cas spécial. Là, c'est un de ceux que j'ai d'abord vu en... Comment il s'appelle? J'ai beaucoup vu la bande-annonce avant de le voir, et j'avais pas reconnu la voix principale. Et je pense que vous la reconnaissez, si je vous en parle, ça va vous rappeler quelques souvenirs. Alors, Porco Rosso. Là, nous sommes à la limite du réel. Quand je dis à la limite du réel, c'est-à-dire que, à part le héros qui a une gueule de cochon, au sens propre du terme, vous n'avez rien d'autre d'imaginaire. Rien. Voilà. Donc ça, je sais pas si c'est... Non, je préfère cette jaquette-là. Vous voyez le héros à côté de son hydravion qui est en train d'attendre. Vraiment, celui-là est excellent. Parce que celui qui fait la voix de Porco Rosso, c'est Jean Reno. Et vraiment, j'ai un pote qui a vu ce film, enfin qui a vu les Ghibli en VO, STFR et en VF. Et lui, Porco Rosso, en fait, il peut le regarder dans les deux langues. Et il dira, là, c'est la seule fois où la VF est plus puissante que la voix japonaise. Parce que la voix de Jean Reno dans le personnage de Porco Rosso est tout simplement géniale. Donc, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, Marco doit à une mystérieuse malédiction d'avoir troqué sa tête d'humain contre un groin de cochon. Il n'en continue pas moins de piloter son avion de combat et s'acharne contre les pirates de l'air qui terrorisent l'Italie. Sa seule consolation sur cette terre est d'aller boire un verre chez Gina,
une tenancière d'hôtel qui l'a connu lorsqu'il avait un visage humain. Les pirates se donnent pour chef le bellâtre Curtis et parviennent à mettre Marco en échec. Plus grave encore, l'appareil du pilote porcin est endommagé. À Milan, où Marco tente de faire réparer son engin, une petite fille débrouillarde et experte en mécanique vole à son secours. À savoir que, dans la plupart des Miyazaki dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, vous retrouvez toujours la petite héroïne, oui, dans le rôle héroïque du terme, pas héroïne du genre à sniffer. Je sais plus si ça se sniffe ou si ça se pique l'héroïne. Enfin bon, c'est pas le propos. Vous retrouvez toujours une petite fille qui va, enfin petite oui ou non, enfin ça dépend de l'âge pour lequel est destiné le film, mais en général vous pouvez situer son âge entre 15 et 18 ans, voire on va dire une bonne vingtaine d'années pour certains cas particuliers, mais la plupart des Miyazaki, vous avez une fille au milieu qui a plutôt une bonne... Je vais pas dire le mot, mais là, vous avez vraiment la mécano qui en impose au vétéran de guerre qui lui dit non, ta gueule, c'est moi qui commande. Voilà, je l'ai dit, elle a des balls plus grosses que le héros. Donc voilà, Porco Rosso, 1h30, c'est vraiment très court, mais c'est 1h30 de délire, mais assumé. Et vous avez notamment le monde aéronautique, surtout sur les hydravions. Donc comment il fallait gérer la puissance du moteur par rapport à la coque, le tirant d'eau pour le décollage, vous avez le profil de l'aile qui est important. Enfin, c'est dit rapidement, mais pour dire que faire voler un appareil, c'est pas juste mettre des ailes sur un bateau. Exodia. Donc voilà, c'est pas uniquement mettre des ailes sur un bateau. Il y a quelques subtilités en plus, et il faut savoir que certains profils d'ailes et certains types d'appareils, suivant comment ils sont conçus, ont des avantages par rapport à d'autres. Et vous avez notamment, notamment lorsqu'il va faire réparer son appareil, le fait que à la fin de la guerre, à la fin de la Première Guerre mondiale, vous avez une pénurie de main-d'œuvre qui fait que partout en Europe, les métiers manuels, les métiers ouvriers ont été repris par des femmes parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre. Foutu écho au monde, on l'aura jamais. Ah! Oh, mais t'inquiète pas, Exodia, t'inquiète pas, c'est pas grave. T'inquiète, je pense que ça va arriver, ça va. C'est juste qu'on est trop con pour trouver le... Je suis sûr qu'il y a un souterrain. Bon, il faut le trouver où, c'est tout. Donc là, vous retrouvez l'idée des pirates complètement à la ramasse, et puis surtout, ils ont des mentalités de gamins que vous aviez dans le château dans le ciel. Est-ce qu'il y en a eu d'autres depuis? Je fais de la merde, moi. Je fais de la merde depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Ouais, parce que là, non. Donc, non. Il n'avait pas réutilisé cette idée parce que nous n'avions jusqu'à maintenant pas de scénario qui avait la profondeur, en fait, pour incorporer ces personnages. Une question, tu penses quoi de manga, le faible destin de Taro Yamada? Je l'ai jamais vu. Je sais pas, Riquel. Mais attends, je vais regarder une petite chose.
Alors le seul truc que j'ai trouvé, c'est le drama qui est dessus. Mais ça a l'air très romancé. Romancé dans le sens où il y a pas mal de... C'est pas mal mis en avant. Voilà, il a gagné, Voilà. On en parlerait tout à l'heure. Donc voilà. Porco Rosso. Au niveau du délire enfantin, vous l'avez au niveau des pirates de l'air, parce qu'il y en a qui sont complètement à la ramasse. Écoute, Rickel, je le regarderai. Mais il y en a beaucoup que je dois regarder en ce moment. Et donc vous avez notamment, vous avez aussi donc dans Porco Rosso, ce qui est abordé, c'est le fait qu'il y a les combats aériens ont plus ou moins commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc le passé, mais disons le contre-coup, le contre-coup qu'ont les pilotes après cette période-là. Mais c'est un film avec un délire totalement assumé sur les avions. Mais il est très bien, il est très beau, très coloré, très sympathique. Et puis voilà, Jean Reno est au doublage. C'est rare d'ailleurs. C'est rare qu'un animé se retrouve avec une personne connue au doublage. Alors, est-ce que par hasard, celui-là, il est dans la numérotation? Oui ou non? Alors là, celui-là, non. Ça m'a l'air assez romancé. Ok. Donc là, c'est le numéro 9. Oui, il y en a que j'ai pas. Alors, Pompoko. Ce film, je l'ai dû le revoir 3 fois. J'ai dû le voir 3 fois. J'ai pas vu encore toutes les strates de lecture possibles et imaginables. Parce que Pompoko, c'est comment critiquer la société humaine au travers des animaux. Et que ce soit ce qu'ils subissent, ça peut être très bien ce qu'ils subissent comme ce qu'ils peuvent avoir comme réaction. C'est assez particulier. C'est-à-dire que les tanuki, donc, c'est une espèce de raton laveur, ce que les tanuki peuvent subir et ce qu'ils sont une critique de la société humaine en général. C'est pas mal. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les tanuki, empreints d'habitudes frivoles, partageaient aisément leur espace vital avec les paysans. Leur existence était douce et paisible. Mais le gouvernement amorce la construction de l'île nouvelle de Tama. On commence à détruire fermes et forêts. Leur habitat est devenu trop étroit. Les tanuki, jadis prospères et pacifistes, se font la guerre. L'enjeu étant de conserver son bout de territoire. Effort dérisoire car la forêt continue de disparaître. Les humains, avec qui ils ont appris à cohabiter, font preuve d'un expansionnisme inexpliqué. Les chefs de clan coordonnent la riposte. Un plan est établi sur 5 ans. Le temps pour les animaux d'étudier les humains et de réveiller leur pouvoir de transformation. Il va falloir tenter d'effrayer les humains en évoquant leur peur et superstition. Les solutions les plus farfelues sont expérimentées. Alors, salut Signo, salut Nidog, salut Akri. Alors, au début j'ai cru que j'allais pouvoir le montrer à des enfants celui-là. Parce que il a été écrit quand même par Hayao Miyazaki. Mais c'est pas Miyazaki qui l'a réalisé, c'est Isao Takahata. Et Takahata, il est à fond sur la dénonciation. C'est-à-dire que là, ce que les tanuki font, il faut vraiment arriver à décrypter tout ce qu'ils font. Et Dieu sait ce qu'ils en font. Un délire complètement assumé aussi.
très léger, mais il faut savoir quand même regarder. Parce que vous avez des critiques sur notamment les tanuki qui se réunissent en conseil pour dire bah attends, là j'ai plus rien. Donc les tanuki en fait seraient le peuple japonais actuel, c'est-à-dire qu'il y a tout qui leur tombe sur le coin de la gueule. Le tsunami il y a quelque temps qui leur est tombé dessus, le problème de la centrale nucléaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tout ce qui leur tombe régulièrement sur le coin du museau. Et ce qu'ils font à leur écosystème parce que ils n'ont pas le choix pour pouvoir habiter, pour pouvoir continuer à accueillir de nouvelles personnes, de pouvoir s'étendre démographiquement. Ben, ils sont obligés de rogner un petit peu plus sur les espaces verts et donc sur les espaces de forêt. Donc une critique de la société moderne japonaise sur un film où les héros sont des tanuki. Le principe est génial. Le principe est tout simplement génial. Et bon voilà. Il y a tellement de niveaux de lecture à ce dessin animé que le montrer à des enfants, ils vous regardent avec des yeux ronds et disant mais c'est pas marrant. Je pourrais pas vous dire tout ce qui se passe, ce serait du spoil, c'est ni fait ni à faire. Voilà, c'est. Mais Pompoko, si vous avez entre 16 et 80 ans, vous pouvez le regarder. Et vous pouvez apprendre des choses, vous pouvez regarder ça pour la détente, c'est ça. Mais surtout ne montrez pas des enfants. Surtout pas. C'est pas fait pour. Donc Isao Takahata. Pompoko. Alors, on va arriver. Merci. Et tout public, hein, celui-là. Pompoko est tout public alors que... Non. Non, il peut pas être tout public. Non. Celui-là, je l'ai pas vu. Là, plus on avance, moins j'en ai vu. Sérieusement. Aussitôt que ça, c'est peut-être une réédition en fait. Alors, 97 est le premier des studios Ghibli qui arrive en France. Enfin, qui arrive dans le monde, hein, parce que c'est le premier distribué dans le monde. Princesse Mononoke. Mononoke Hime, dans son œuvre originale. Ce qui est pas difficile à traduire, parce que de toute manière, Hime voulant dire princesse, ils ont gardé Mononoke. Voilà. Comment dire? Il y a beaucoup de choses à dire. Donc un film de Miyazaki, écrit par Hayao Miyazaki, bien entendu. Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village d'Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Touché par le sanglier qui l'a tué, celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras. Comment dire? Il y a tellement de choses à dire parce que c'est là où Ghibli a signé ses accords avec les studios Disney pour l'exportation de leurs films. Parce que le studio Ghibli est en fait une boîte qui est exclusivement japonaise et qui n'a pas de droit d'exportation en dehors du Japon. Nous, on connaît les films de Ghibli par Buena Vista Home Entertainment, qui est en fait ni plus ni moins qu'une filiale du groupe, enfin de Disney. C'est un des nombreux studios de Disney, c'est juste que c'est leur boîte où on met ce qu'on ne peut pas assumer parce que c'est pas à montrer aux enfants. Depuis, il y a beaucoup de choses qui sont sorties et que je pense qu'ils devraient pas montrer aux enfants, mais bon.
Parlons pas des Pirates des Caraïbes, où c'est marqué tout public alors que... Voilà. On va pas en parler plus. Donc, Princesse Mononoke. Le film tel qu'il est, tel qu'on le connaît, n'est pas celui qui devait sortir au Japon. Parce qu'il faut savoir que Disney est arrivé au Japon, d'aller voir les studios Ghibli, et ils ont fait « Bonjour, on a vu que vos films avaient du succès, qu'ils fonctionnaient bien, qu'ils étaient pour tout public, franchement, on veut les avoir. Est-ce que vous pouvez nous céder les droits à l'international ?» Le problème, c'est que ils n'ont pas fait gaffe à l'avis de Monsieur Miyazaki. Et donc à ce moment-là, Princesse Mononoke était encore dans les studios, ils étaient encore en train de faire les planches, ils faisaient les décors, etc. Tout le dessin préparatoire était en cours, le scénario était écrit, ils faisaient tout le travail préparatoire, il n'y avait pas de souci, tout était sur des roulettes. Et les accords sont arrivés et Disney a signé un accord d'exclusivité pour le prochain long métrage à sortir. Donc ça veut dire que Princesse Mononoke serait diffusé quel qu'il soit. Quel que soit le résultat final, Princesse Mononoke serait exportée partout dans le monde. Là, les dirigeants du studio Ghibli ont fait « Ok, il n'y a pas de souci, on vous le fait, on vous signe le machin. » Et là, arrive après le départ des représentants de Disney, arrive Miyazaki et apprend l'accord qui a été passé pour l'export à l'international. C'était pas du tout au goût du monsieur. Et il a fait... Vous auriez pu me consulter, vous auriez pu me demander mon avis, etc. Et bon, il y a eu certaines petites altercations avec la direction qui est arrivé par le résultat qu'on connaît. Alors à savoir qu'à l'origine, Mononoke était un dessin animé mignon, tout gentil, avec à peu près peu ou prou le même synopsis. Je l'ai pas sous les yeux, je l'ai pas trouvé sur internet. Mais vous aviez à peu près la même chose. C'était tout mignon, la Mononoke était toute mignonne, c'était des loups trop mignons aussi. Il y a certains dessins préparatoires qui ont été sauvés, oui je dis bien sauvés, de la destruction par Hayao Miyazaki, et donc on voit des dessins très mignons, très dans le style de tout ce que Miyazaki a fait jusqu'à maintenant. Et donc quand je dis sauvé d'Hayao Miyazaki, c'est que Miyazaki est arrivé dans l'atelier de préparation. Il a pris tous les dessins préparatoires et le scénario et il a déchiré. Pas tout, parce qu'il y en a qui ont réussi à sauver les dessins, mais une grande partie des dessins préparatoires et le scénario, et il a tout déchiré. Et il a fait, ok, on recommence tout. Je veux un truc sanglant, dégueulasse. Je ne veux pas que Disney soit associé de près ou de loin à mes œuvres. En un sens, il a réussi. Il voulait pas que Disney se fasse plus d'argent sur son dos. Résultat, il a réussi à avoir Buena Vista, qui est une sous-boîte de Disney, mais quand même, il a quand même un peu plus de liberté avec eux. Et donc, il a fait le Princesse Mononoke qu'on connaît. Toujours pas assez sanglant pour certains d'entre nous, mais quand même, vous passez de Kiki, la petite sorcière, à Princesse Mononoke en très peu de temps, ça a le don de vous faire réfléchir. Quel on a mis déjà ? Et donc là, vous vous retrouvez avec un dessin animé. Donc
Disney s'est retrouvé quand même avec un dessin animé qui fleurait bon, la poudre à canon, les lames, les épées, les coups de fusil, le sang, les esprits vengeurs, la corruption, c'est... Salut Genesis. Donc vous avez vraiment un truc, mais... Ah, ça va pas, il faut pas le montrer aux enfants, ça. Les dessins animés, c'est pas fait pour ça. Ouf. Et arrive sur le bureau du producteur, donc du producteur qui a signé pour les Ghibli, pour les exports internationaux, donc chez Disney, le mec, il a vu arriver sur son bureau un petit paquet expéditeur Hayao Miyazaki du Japon, et il sort de cette boîte un tanto. Alors un tanto, pour ceux qui connaîtraient pas, j'en ai pas sous la main, mais c'est un petit sabre japonais. Donc à savoir que les samouraïs avaient généralement 3 sabres sur eux, donc vous avez le katana classique que vous avez sur le côté, vous avez le wakizashi qui est plus petit, qui est un sabre beaucoup plus court, et ensuite vous avez le tanto qui est encore plus court et qui était dans la ceinture pour un seul truc. Un seul, tout petit truc, à la taille du sabre, mais le tanto sert à s'ouvrir le ventre pour la cérémonie du harakiri. Alors, le harakiri, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous l'explique. Pendant que vous êtes à genoux sur le sol, vous sortez votre tanto, vous le prenez à 2 mains comme ça, vous le prenez, vous le posez contre votre ventre, pointe bien entendu vers le ventre, et vous passez d'un côté à l'autre de votre ventre, en ayant planté la lame. Alors il faut savoir que c'est la petite cérémonie, c'est le seppuku en fait, le principe de se trancher le ventre. Et la cérémonie complète du harakiri, c'est en général lorsque vous êtes commandant d'une armée, que votre armée a perdu. Et donc vous en train de vous trancher le ventre, et pour abréger vos souffrances, vous avez votre lieutenant ou votre meilleur ami qui est derrière à tenir votre propre katana et qui vous sert à trancher la tête. Comme quoi le harakiri, il faut pas déconner. Donc vous avez Hayao Miyazaki qui envoie un tanto à Disney avec un mot: fais-le si tu l'oses. Alors je me rappelle plus exactement de ce qu'il a envoyé, mais dans l'essence c'était ça. C'est-à-dire, vas-y, sors-le, diffuse-le, fais-toi plaisir, envoie-le sur partout. Le Princesse Mononoke, je l'ai fait, vas-y, envoie-le partout. Je veux qu'il soit diffusé à l'international, vas-y, fais-le. Si tu le fais pas, t'as pas d'honneur. Alors j'aime, lorsqu'on a perdu son honneur, c'est le seppuku. Et le seppuku, ça pique un peu. Donc voilà. Et vraiment, Princesse Mononoke, c'est un des plus sanglants de Hayao Miyazaki, mais seulement pour une raison. Hein. Après ça, je crois pas qu'on ait des plus sanglants. D'ailleurs, c'est marqué accord parental derrière. L'autre seul qui a un accord parental derrière, c'est le voyage de Chihiro. Mais je vous avoue que le voyage de Chihiro est plus soft quand même. Hein. Pour ceux qui les auraient pas vus. Hein. C'est beaucoup plus soft. Mais voilà. Mais ça reste une œuvre de Miyazaki. Il l'a pas torché. Hein. Il aurait pu le torcher. Mais il tenait à son honneur, lui. Contrairement à d'autres. Donc voilà. Princesse Mononoke, il nous en reste 4, il est à peine 22h. Donc il faut savoir que là l'émission va être beaucoup plus courte, il est possible que la semaine prochaine il n'y ait pas d'émission. J'en profite, hein, je fais un peu durer. Donc là, si je m'arrête, si j'arrête cette émission avant minuit, j'arrête et je redémarre pour... Juste pour faire chier Disney. Ouais,
Tout à fait, Genesis. Tout à fait. C'était uniquement pour ça qu'il l'a fait. Uniquement. Parce qu'il était dans une rage tellement noire que... Donc voilà, si je termine avant minuit, vous aurez droit, donc j'arrêterai le stream et je le redémarrerai. Pendant que je vais vous diffuser un épisode d'animé pendant que je fais les réglages pour le prochain stream. Et le prochain stream, je pense retourner vers Rust parce que hier soir ça s'était bien passé, mais je serai moins long. Ah bah oui, oui, il reste un chef-d'œuvre, mais parce que justement Miyazaki a lui un honneur. Il a un honneur et il y tient. Il veut faire du divertissement grand public, il a fait du divertissement grand public. Pour un public un peu plus âgé que ce qu'il avait visé au départ, mais ça reste un public qu'il visait de toute manière parce qu'il y a une grande dénonciation sur la course à l'armement. Oui, parce qu'il y a un peu de course à l'armement là au milieu, sur la recherche technologique et sur la destruction de l'environnement par l'homme. On reste toujours dans la logique des studios Ghibli et de Miyazaki, où là on ne fait pas que du divertissement grand public, on est là pour dénoncer quelque chose derrière. Donc il garde son message, mais il change son support. Il garde son honneur. Il a fait du divertissement grand public en faisant une part de dénonciation. Son honneur est sauf. Bien. Passons au suivant. Il fallait qu'on connaisse pour de faire chier Disney. Ouais, mais il pouvait se le faire chier parce que de toute manière, il n'avait aucune prétention internationale avant ce film-là. Celui-là, je l'ai pas vu. Il n'a pas envie de le voir par ses graphismes. C'est qui l'a fait? Ah, mais c'est Isao Takahata. Je le verrai peut-être un jour ou l'autre. Voilà. On repasse à du Miyazaki. Ouais, je sais, il y en a que j'ai pas du tout. Je vérifie juste le numéro de celui que je vais vous montrer. Ouais. Donc j'en ai quasiment 1 sur 2 en fait. Et donc là, il s'est calmé quand même. Mais un peu, il y a toujours une certaine rancœur. Donc le voyage de Chihiro qui fait 2 heures. Donc Chihiro, 10 ans, a toute une petite fille capricieuse. Elle s'apprête à emménager avec ses parents dans une nouvelle demeure. Sur la route, la petite famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au centre duquel s'ouvre un long tunnel. De l'autre côté du passage se dresse une ville fantôme. Les parents découvrent dans un restaurant désert de nombreux mets succulents et ne tardent pas à se jeter dessus. Ils se retrouvent alors transformés en cochons. Pris de panique, Chihiro s'enfuit et se dématérialise progressivement. L'énigmatique Haku se charge de lui expliquer le fonctionnement de l'univers dans lequel elle vient de pénétrer. Pour sauver ses parents, la fillette va devoir faire face à la terrible sorcière Yubaba, qui arbore les traits d'une harpie méphistophélique. Ouais. Yubaba, il fallait pas la faire chier. Donc là, de toute manière, on reste dans la dénonciation aussi, mais sur le travail, en fait, c'est pas le travail des enfants, c'est 2 époques qui s'affrontent. Donc déjà, il y a encore une certaine rancœur de la part de Miyazaki sur le fait que ses produits sont distribués sous licence Disney. Bon, bien sûr, c'est Buena Vista parce que Disney ne voulait pas assumer l'entière responsabilité du carnage. Mais nous avons quelque chose d'intéressant qui est le choc entre les cultures. Nous avons d'un côté Chihiro qui est en fait issu qui est en fait né dans ce qu'on pourrait appeler le 3e millénaire, donc dans le 21e siècle, qui a tout le confort d'une petite fille moderne, qui fait vraiment que ce qu'elle veut, qui fait chier ses parents, les parents sont, lorsqu'ils tombent sur le village, en fait c'est un ancien village de vacances du temps où le Japon était colonisé. Était colonisé par les Anglais. Donc c'était une époque qui était vraiment très noire pour le Japon. Et donc là, ils découvrent ces vestiges et ils sont comme des fous. Ils sont là, mais chouette, c'est un site historique, etc. Et ils tombent sur ce restaurant qui est rempli de mets et ils tombent sur un, et en fait ils ont un réflexe qui est normal pour nous, mais
pour une autre époque qui était absolument pas normale, c'est qu'en fait, vous ne payez pas avant, vous payez après. Et donc, ils se mettent à bouffer. Malheureusement, ils subissent le coup d'une malédiction. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez avec des parents et un enfant qui sont issus donc d'une société qui n'est pas dans le besoin, qui est très moderne, à un bond dans le passé avec les esprits, où là, vous avez une société qui se fout du travail des enfants, qui les fait bosser, pas de souci. Tant que t'as 2 bras, 2 jambes et qui fonctionnent, tu dois bosser. Donc, elle se retrouve avec comment ça s'appelle, une obligation de travailler pour des thermes, pour un ensemble de bains, un onsen en fait au Japon, ça s'appelle, pour une maîtresse tyrannique, magicienne, qui l'oblige à changer même de nom, qui passe de Shiro à Sen. Alors ne me le demandez pas parce qu'en fait on est dans une manipulation des kanji, c'est-à-dire que vous avez le contrat signé par Shiro, et là vous avez Yubaba qui fait ah c'est trop long et qui retire une partie des kanji. Ne m'expliquez pas comment on passe de Shiro à Sen. Ne me demandez pas. Et donc là, vous avez donc le travail dans les termes, vous avez quoi? Vous avez toutes les croyances japonaises, notamment vous avez le dragon japonais, le dragon asiatique, qui est très particulier par rapport au dragon européen, parce qu'en fait le dragon asiatique a une forme beaucoup plus allongée, qui est beaucoup plus en fait proche d'un serpent ou d'un gros lézard, que en fait les dragons tels qu'on les connaît, qui sont plus proches des dinosaures, des T-Rex, des comment ça s'appelle, tout ce qui est raptor, etc. Donc il est beaucoup plus proche de ça, avec des grandes ailes. Donc là voilà. Donc nous avons aussi tout ce qui est la phase des esprits qui sont au travail. Donc vous avez une grosso modo, vous avez le fonctionnement des termes à la japonaise dedans aussi. C'est intéressant, mais voilà, ça méritait d'être. Enfin, c'est pas plus intéressant que ça pour l'histoire, mais ça méritait d'être noté. Et là au milieu, vous avez un enfant qui est pourri gâté par sa mère, mais qui est pas forcément Shiro. Mais alors là, comme enfant pourri gâté, les enfants rois d'aujourd'hui, c'est ça. En fait, vous avez les enfants pourri gâtés d'aujourd'hui. Shiro, en fait, n'est qu'une petite fille quasiment classique, lorsqu'on voit à côté ce que ce gamin est. Donc voilà. Et donc là, Shiro se retrouve avec un grand coup de plomb dans l'aile, et vas-y, il faut que tu bosses parce que sinon tu manges pas. Et après sauver ses parents. Voilà. Mais histoire mignonne, on revient quand même à un truc un peu plus classique pour Miyazaki, c'est-à-dire du divertissement pour enfants. Bien que le langage potentiellement grossier de certains mette ce dessin animé en accord parental. Voilà. Miyazaki, quand il a la haine, il la garde pendant 4 ans. Voilà. Donc, nous allons passer à la suite. Celui-là, je l'ai pas vu. Oui, il y a beaucoup de Ghibli que j'ai pas vu, mais les Miyazaki, je les ai vus. Alors, juste que je regarde. Numéro 15. Un des plus connus, qui date de 2003. Je pense que une bonne partie de ma génération a grandi avec celui-là. Parce que, voilà, on était au collège lorsqu'il est sorti, donc, hey, hop, c'est bon. On va voir ça, ça a l'air mignon, c'est pour les enfants, etc. Donc, on est repassé à une classification publique, donc tout le monde peut aller voir ce dessin animé-là. Et vraiment, des couleurs splendides, une histoire magnifique. Alors, la jeune Sophie, âgée de 18 ans, travaille sans relâche dans la boutique de chapelier que tenait son père avant de mourir. Lors de l'une de ses rares sorties en ville, elle fait la connaissance de Haoru, le magicien.
Celui-ci est extrêmement séduisant, mais n'a pas beaucoup de caractère. Se méprenant sur leur relation, une sorcière jette un épouvantable sort sur Sophie et la transforme en vieille de 90 ans. En vieille femme de 90 ans. Je commence à être insultant vers les pauvres personnages de manga. Enfin, d'anime. Bonne nuit, Anna. Accablée, Sophie s'enfuit et erre dans les terres désolées. Par hasard, elle pénètre dans le château ambulant de Haru et, cachant sa véritable identité, s'y fait engager comme femme de ménage. Cette vieille dame, aussi mystérieuse que dynamique, va bientôt redonner une nouvelle vie à l'ancienne demeure. Plus énergique que jamais, Sophie accomplit des miracles. Quel fabuleux dessin l'attend. Et si son histoire avec Haru n'en était qu'à son véritable commencement. Alors, c'est adapté du livre Les Châteaux, tome 1, Le Château de Hurle et Diana Wynne Jones. Alors, c'est quoi ce truc? Alors... D'accord. D'accord. Le livre a l'air intéressant, mais c'est pas le synopsis en fait. C'est il reprend les idées du livre, mais sans plus. Donc là, la magie, les créatures fantastiques, etc. Calcifère, l'esprit de cheminée, il y en a beaucoup qui aiment ce petit esprit. Là, qu'est-ce qu'il pourrait dénoncer? Là, c'est autre chose, par contre. Bah là, on a une description de la société telle qu'elle était dans les années 1800 et des brouettes. Notamment, vous avez une histoire de guerre en arrière-plan, le fait que Haru essaie d'y mettre un terme, mais pas vraiment de la bonne manière. Les intentions et les moyens. C'est ça qui est intéressant. Il y a un truc que j'ai pas vu. Ah si. Je dois le poser là. Bienvenue Robin Loup. Bienvenue à toi. Donc là, vraiment, si vous voulez commencer à vous initier au Miyazaki, commencez par le Château ambulant. C'est peut-être un des plus récents, mais c'est un des plus fiables, on va dire. J'ai pas grand-chose à en dire, mais il y a beaucoup de messages cachés dans les Miyazaki, je vous laisserai les découvrir. Personnellement, c'est un des premiers que j'ai vu, à part Nosuke la veille du vent. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé celui-là. Il a une note qui est plutôt pas mal. Vraiment, vous n'avez pas à vous poser la question, Château ambulant, si le fantastique ne vous rebute pas, allez-y. Le film est sympa, mais je préfère le film avec la fille du vent. Nosuke la veille du vent, qui est le premier de Miyazaki, mais dont j'ai parlé juste avant. Bien que moi, je trouve qu'il est mal vieilli, Nosuke la veille du vent. Alors voyons voir le numéro 16, je crains de pas l'avoir. Ah si, je l'ai. Alors, il faut savoir que... Voyons voir... Donc pas de souci, le suivant, je peux le faire. Alors, les contes de Terre-Mère. Il faut savoir que c'est adapté d'une série de mangas aussi, si je me rappelle bien. Ah non, c'est des livres. Alors, les aventures du jeune Aren, prince du royaume d'Enlad, qui va s'allier aux forces du grand magicien épervier pour rétablir l'équilibre du monde rompu par une sorcière maléfique.
Dans le combat qui s'annonce, Eren et Épervier croiseront la route de Teru, une mystérieuse jeune fille. Ensemble, ils dépasseront leur peur et uniront leur destin pour mener le plus facilement des voyages. Alors, il faut savoir que Terre-Mer, c'est pas Hayao Miyazaki qui les a fait, c'est Goro Miyazaki. Alors, le problème de ce film, c'est qu'il essaie de trop en faire d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on ne sait rien de ce monde, on ne sait rien de ses ambitions, enfin de son environnement politique. En fait, on n'en sait pas assez pour être parfaitement impliqué dans celui-là. Le fils Miyazaki a bien amené son truc, son film, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il manque de substance. Vous avez là un film qui en fait est complètement en dehors de l'idée des studios Ghibli pour la simple et bonne raison que pas vraiment de dénonciation, pas vraiment de message caché, juste une histoire de fantastique pour une histoire de fantastique. Voilà. En plus, l'adapté du tome 3 des tomes du livre des contes de Terre-Mer, je trouve ça un peu bête. Parce que Terre-Mer tome 3, ça veut dire qu'avant ça, il aurait peut-être fallu faire le 1 et le 2, mais malheureusement, il a fait que le 3. Donc apparemment, je pense qu'il doit y avoir plus d'indications dans le tome 1 et 2. Mais malheureusement, là, c'est comme si on faisait un film Le Seigneur des Anneaux en prenant que le Retour du Roi. On comprendrait pas ce qui se passe. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup d'oubli, beaucoup d'oubli là-dedans. Ouais, il est bien, mais j'ai pas vraiment accroché. Pas vraiment accroché sur celui-là. Salut Matt. Alors, là on va arriver dans... du Miyazaki, du vrai. Et c'est le dernier que j'ai un DVD. Donc après, c'est possible que je finisse. Il faut juste que j'en trouve un ou deux que j'ai dû voir au cinéma, mais que j'ai pas acheté en DVD. Faut peut-être que je les prenne. Pogno sur la falaise. C'est mignon. C'est tout mignon. L'histoire d'un petit poisson qui veut devenir une petite fille. Alors... Le petit Sosuke, 5 ans, habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la mer intérieure. Un beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Pogno, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve et décide de la garder avec lui dans un seau. Pogno est aussi fasciné par Sosuke que ce dernier l'est par elle. Le petit garçon lui promet de la protéger et de s'occuper d'elle, mais le père de Pogno, Fujimoto, un sorcier autrefois humain qui vit au fond de la mer, la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Pogno s'échappe pour retrouver Sosuke. Mais avant de prendre la fuite, elle répand l'élixir magique de Fujimoto, l'eau de la vie, dans l'océan. Le niveau de la mer s'élève, et les sœurs de Pogno sont transformées en vagues gigantesques qui montent jusqu'à la maison de Sosuke sur la falaise, et engloutissent le village. En fait, ils viennent de vous... en lisant le synopsis, je viens de spoiler l'intégralité. Et t'as un poisson qui veut être une fille. À quoi? Il y a pire, hein? C'est mignon comme tout. Super mignon, cet animé. Donc là, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je me suis vraiment senti impliqué. Vous avez vraiment l'enfance des enfants, vous avez la dénonciation sur ce que les humains font à l'océan, en fait, qu'ils bousillent complètement l'écosystème, que ce soit... Pas de soucis, Matt. Ouais, donc voilà. Mais bon, c'est vraiment intéressant parce que vous avez donc les anciens, les parents, les enfants, et qui ont tous leur petit point de vue concernant
concernant la mer, comment elle est, etc. Vous avez le point de vue du magicien sous l'eau qui est là pour dire les humains c'est pas bien, il faut pas les suivre, ils font que de la ils sont là que pour corrompre la nature, etc. Vous avez un message qui est très fort au niveau de justement de la protection de l'univers marin. Donc là c'est le dernier que j'ai en DVD. Là je vais essayer de vous en trouver un ou deux autres que j'ai dû voir au cinéma mais que j'ai pas acheté en DVD. Ah bah tiens. Juste vérifier les autres. Celui-là, je l'ai pas vu, mais ce serait intéressant de le voir. Celui-là aussi, mais j'en ai entendu parler. Oh là, lui, il est dur, je crois. Ok. Il va falloir que je vois la suite. Donc, le dernier que je vais vous présenter, après, je vous montrerai un épisode de série. Avant de partir sur Rust, donc là il faudra que je coupe le stream et que je relance que je vous mettrai pour attendre l'épisode de manga dont je voulais que je voulais vous montrer. Et pendant que je prépare, bah voilà. Moi, je me souviens d'un anime, je pense que quand j'étais petit, qui me faisait peur, maintenant que je pense, ça me fait rire. Bah faudra que tu vois le titre. Enfin que tu revois le stream pour voir si j'en ai parlé, Matt. Alors, Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Celui-là, j'ai vu au cinéma, donc ça fait 6 ans que je l'ai vu. Et bon, peut-être que je l'achète maintenant. Alors, dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d'une vieille maison perdue au cœur d'un immense jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont des chapardeurs. Arrietty connaît les règles, on emprunte ce dont on a besoin en tellement petite quantité que les habitants de la maison ne s'en aperçoivent pas. Plus important encore, on se méfie du chat, des rats et interdiction absolue d'être vu par les humains sous peine d'être obligé de déménager et de perdre cet univers miniature fascinant fait d'objets détournés. Arrietty sait tout cela. Pourtant, lorsqu'un jeune garçon chaud arrive à la maison pour se reposer avant une grave opération, elle sent que tout sera différent. Entre la jeune fille et celui qu'elle voit comme un géant, commence une aventure et une amitié que personne ne pourra oublier. Alors, ce film est très beau, mais il me rappelle le film américain Le Petit Monde des Borrowers. En un sens, c'est la même chose, c'est juste que c'est revu par Hayao Miyazaki et remis à sa sauce pour la défense de la nature, le microcosme qu'on peut avoir dans nos maisons et notamment tout ce qu'on peut leur faire bouffer comme saloperie pour détruire les rats. Mais bon. Voilà. Il est plutôt bon quand même, mais voilà. J'avais pas spécialement envie de le revoir, c'est pour ça que je l'ai jamais acheté. Ah bah j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le voyage de Chihiro. Le voyage de Chihiro, on en a parlé tout à l'heure, t'es arrivé trop tard, Matt. Ne t'inquiète pas, t'auras l'occasion de voir le stream. Donc voilà, c'était Hayao Miyazaki qui a fait celui-là. Ah non, ah si, écrit par Hayao Miyazaki, mais c'est pas lui qui l'a fait. C'est Hiromasa Yonebayashi. Mais voilà, il y a Hayao Miyazaki à l'écriture, donc ça reste un Hayao Miyazaki. Ouais, C'est lui qui a fait Pognon sur la falaise ou pas? Ouais, c'est film d'Hayao Miyazaki, Pognon sur la falaise. Ok. Pas de soucis, Matt. Donc voilà. Donc là, pour cette émission, c'est fini. Donc elle aura été très courte, elle aura fait qu'1 heure et demie. Ah, et perte d'image. Alors, voilà. Je coupe ça. Ça, et ça, je coupe aussi. Non, je relance pas. Est-ce que ce serait ça par hasard?
C'est peut-être ça. Voilà. Non, je continue à perdre des images. Bon, c'est pas grave. Donc, cette fernisade, je le revois. Bon, c'est pas grave ça, Matt. C'est pas grave ça. C'est les choses qui surprennent. Bon. Je coupe le stream 30 secondes, je change de titre, je vous trouve une série. Voilà, je coupe, je coupe. De toute façon, je vais. De toute façon, je reste pas longtemps. Hein, ça... Voilà. Salut Suicide HD. Désolé, t'arrives à la fin. Ouais, à 2 secondes.